Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Philippe, tu es conseiller municipal de Bordeaux, membre du NPA et aussi désormais candidat à l'élection présidentielle. On va y revenir évidemment, mais d'abord un mot sur le scrutin qui vient d'avoir lieu. Le NPA avait fait alliance avec la France Insoumise en Aquitaine. Tu avais fait un très bon score. Donc Bordeaux est la capitale, l'Aquitaine évidemment, c'est pour ça que je parle de cette région. Tu avais obtenu un très bon score au municipal, je l'ai dit. Cette fois-ci, l'Alliance recueille à peine 6% des voix au régional. C'est quoi les conclusions que tu en tires ? On avait essayé de reproduire l'expérience Bordeaux en lutte, tout en sachant que ça pouvait pas le faire pareil parce qu'on était sur un territoire beaucoup plus large. L'avantage de Bordeaux en lutte, c'était une ville, on se connaissait, les militants de FI, les militants syndicalistes, Gilets jaunes, NPA, donc il y avait une sorte de dynamique dès le départ et puis on était dans une configuration politique aussi très particulière, c'était contre la droite évidemment, puisque Bordeaux était une ville de droite, et puis contre la gauche qui voulait arriver, donc nous on était là pour dire, la solution pour nous c'est justement une rupture et donc un anticapitalisme et donc une liste militante. Enfin voilà, il y avait tout un truc qui était très péchu et ça a pris dans la ville. Il y a eu une campagne comme ça et puis ça a réussi. Alors du coup après on s'est dit bon allez, est-ce qu'on tente à une échelle plus large? On savait que c'était risqué. En plus on était plus près des présidentielles donc les enjeux politiques étaient pas les mêmes. Voilà, du coup après on a vu ce que ça donnait quoi. Il y avait pas de dynamisme, peu d'enthousiasme, c'était assez galère et puis beaucoup d'abstention et puis une élection aussi qui intéresse beaucoup moins. Donc le tout a fait qu'on n'a pas réussi à reproduire une campagne dynamique. Mais ceci dit, quand même, comme on dit, on était là et on a réussi à faire entendre des choses, quoi. On a rendu visible des luttes sociales. Enfin, voilà, on a quand même fait le boulot, comme on dit. Après, avec les camarades de FI, c'était aussi un peu plus compliqué, de fait justement de l'approche des présidentielles. On sentait qu'on avait moins de liberté. Mais on regrette pas, je pense. Il faudrait voir avec les camarades de FI. C'est des choses. C'était bien aussi de faire la démonstration que être unitaire, ça comptait, de tenter en tout cas, d'essayer de construire ensemble, de formuler des choses ensemble. Bon, voilà, c'est des choses qui sont pas forcément très concluantes, mais qui sont bien à tenter et on verra pour la suite. Alors, construire de manière unitaire, c'est pas vraiment ce qui va se passer pour la présidentielle. C'est la troisième fois que tu rentres en campagne présidentielle. Tu as été l'une des révélations de l'élection présidentielle de 2017. Vos candidats à l'élection présidentielle, si ma mémoire est bonne, au NPA, sans doute d'ailleurs c'était le cas déjà à la LCR, c'est pas plus de 2 fois. Pourquoi toi une troisième fois? Pourquoi vous n'aviez pas d'autres candidats au NPA? C'est pas une règle, mais c'est vrai qu'on s'était dit que même une fois, c'était le mieux. Même moi au départ, je voulais pas 2 fois, 3 fois encore moins. Mais la discussion, c'est pas juste une histoire personnelle, c'est pas juste est-ce que je veux y aller ou est-ce que Olivier voudrait y aller ou est-ce que un ou une autre voudrait y aller. C'est comment on se démerde d'une situation, à la fois en interne et puis dans le cadre d'une situation politique qui est déterminée, et puis aussi comment on se démerde par rapport au barrage qu'il faut franchir, celui des 500 parrainages. Donc tout réuni, et on a discuté, puis on a essayé de voir qu'est-ce qui était le plus confortable pour nous, et donc oui, on est resté sur un visage qui était déjà connu, qui avait un peu de popularité, et ça nous semblait quand même plus abordable. Et voilà, donc du coup, on a décidé ça, et puis voilà, c'est reparti quoi. Et tu vas aller jusqu'au bout. Certains dans ta famille politique ou parmi certains commentateurs qui connaissent bien le NPA disent que tu vas mener campagne pour faire exister les idées du NPA et donc mener la bataille des idées pour peut-être te ranger derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la fin de la campagne présidentielle. C'est pas du tout prévu comme ça. Mais par contre, ce qu'on sait pas, c'est est-ce qu'on ira jusqu'au bout, parce que encore une fois, il y a la question des parrainages. Donc ça, c'est un truc, on va se battre pour. On sait que ça va être compliqué, comme tout le temps, mais bon, on va essayer. Mais si on peut, on est parti pour aller au bout. Le seul truc qui peut poser problème, enfin qui peut changer la donne, c'est une histoire de mobilisation sociale. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer qui pourraient effectivement modifier la donne politique et faire que les problèmes on se les pose différemment? Mais si la photographie dans 8 mois c'est celle d'aujourd'hui, on va au bout. Il n'y a aucune raison de fusionner avec un ou une autre candidate, parce qu'en fait c'est vrai nous on tient à faire apparaître ce qu'on est nous, notre particularité. On a la prétention de penser qu'on occupe un espace qui est différent et qu'on a des choses à dire qui sont pas exactement les mêmes que les autres. Même les autres, c'est forcément la candidature de Mélenchon et FI ou la candidature d'Artaud et de Hello. Nous, on pense qu'on a quelque chose à dire qui est différent et on voudrait aussi montrer un visage autre de la gauche radicale, quoi. En complémentarité, je sais pas, aussi en confrontation.
c'est pas des adversaires, mais voilà, c'est comment on peut à travers une élection finalement faire en sorte qu'il y ait une discussion politique et de montrer effectivement que ça, il y a des tas de choses qui peuvent se discuter et la campagne électorale peut servir à ça. Mais juste une dernière question sur ça, mais si vous étiez malheureusement empêché par la question notamment des parrainages, votre espace politique, qui est celui de l'NPA, qui propose une autre lecture de ce que va être la radicalité en politique, pourrait être utile à qui? À Jean-Luc Mélenchon, à Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, derrière qui est-ce que vous pourriez soutenir si malheureusement votre famille politique ne pouvait pas être représentée? Dit comme ça, je pense qu'on aurait envie de soutenir personne. Bon, d'abord c'est une élection, donc là aussi on le dit souvent. Pour nous, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la rue ou dans le rapport de force entre les camps sociaux. Donc c'est l'histoire des luttes sociales et des mobilisations. Une élection pour nous est secondaire. Là, l'importance de l'élection, c'est de pouvoir être là et justement de défendre nos idées et de participer finalement d'une certaine manière à un débat politique dans le processus électoral. Donc si on n'est plus là, on verra à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire, mais ça nous fera chier parce que en fait c'est un peu ça qui nous motive d'y être. C'est que on parle là des candidats qui sont du côté de la gauche radicale, mais l'élection elle s'annonce pourrie en fait d'un point de vue idéologique, d'un point de vue d'ambiance et si on a envie d'y être, c'est parce qu'on pense que on peut apporter des choses qui peuvent un peu modifier la campagne en faisant à la fois le discours internationaliste, la question des luttes sociales encore une fois, et puis là même la remise en cause du système, de mettre dans le paysage des perspectives politiques qui sont très peu ou si peu développées. Donc voilà, c'est ce qui nous motive d'être là. Donc là, on se bat pour y être, quoi. On va revenir sur les idées, sur ce que tu portes et ce que tu veux porter dans cette campagne. Mais encore une question, tu es crédité en de 0,5 à 1,5, voire 2 parfois, je crois. À peu près autant que Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière et un peu moins que Fabien Roussel du Parti communiste français. Qu'est-ce qui vous distingue finalement pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs de la vie politique ou des connaisseurs des partis politiques, des mouvements politiques et de l'histoire des mouvements politiques souvent? Qu'est-ce qui nous distingue des autres? À chaque fois qu'on se présente, c'est vrai qu'il faut toujours qu'on arrive à expliquer pourquoi on est là et pourquoi. Et parce que toi, tu fais de la politique. Moi, je connais la politique par cœur. Les observateurs de la politique connaissent vos histoires, connaissent les sensibilités. Mais il y a un enjeu, j'imagine que tu le portes, c'est celui de la participation des gens, de la citoyenneté. Tout le monde ne connaît pas l'histoire des mouvements politiques et des mouvements ouvriers tels que peut le porter Lutte ouvrière, le NPA ou même le Parti communiste français. Pourquoi ça se justifie? Comment tu expliquerais à ceux qui ne comprennent pas qu'il y a 3 candidatures, qu'elles ont lieu et qu'elles auront lieu jusqu'au bout? Ce qu'on peut même penser, c'est que ça, c'est vrai que c'est à mettre en lien avec la situation sociale. On va dire, il y a une sorte de perte de conscience politique, de perte de conscience collective. Enfin, on le voit quand il y a une société qui ne provoque pas que de la pauvreté ou de la précarité. Il y a aussi, d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue psychologique, on voit bien qu'il y a une forme d'individualisation des situations. Et donc, on est dans ce climat-là. Mais autant les gens peuvent ne pas comprendre la différence entre le PC, la France Insoumise, Lutte ouvrière ou nous. Ils peuvent se poser la question, mais à tous les coups, ils se posent même pas la question parce qu'ils connaissent pas le PC, parce qu'ils connaissent pas Hello, parce qu'en fait, voilà, on sait pas, en fait. Il y a les gens, on le voit nous autour de nous, il y en a qui sont contents qu'on soit là, d'autres, ils savent pas vraiment ce qu'on représente. Parce que souvent, entre les élections, ce qu'on voit le plus de vos formations politiques, des mouvements politiques et des partis politiques, c'est quand on vous voit dans des luttes pour sauver des entreprises et des emplois, pour bien des choses. On vous voit sur la question de l'immigration, enfin, en tout cas, de l'accueil des migrants, sur la question de l'asile, bien des choses vous réunissent et on vous voit ensemble dans tous ces combats. Ouais. Et c'est ça qui doit surprendre l'électorat, ou en tout cas les citoyens qui voudraient aller voter, mais qui vous voient désunis. Oui, non, mais sûrement qu'il y en a qui vont. Enfin, c'est toujours pareil. On a de tout en fait. Des gens qui, là, par exemple, on est candidat, donc il y en a qui sont pas contents parce qu'on va concurrencer Mélenchon ou on risquerait même faire perdre Mélenchon. Mais à toute élection, c'est les mêmes problèmes qui sont posés. À Bordeaux, c'était on allait faire perdre la gauche si on se mettait là. Donc du coup, on pourrait dire, il y a la grande famille de gauche. Qui beaucoup disent aujourd'hui il faudrait qu'elle soit unie, tout ça, et en fait évidemment que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que la grande famille de gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Et on pourrait même penser que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Et donc du coup, quelle est notre particularité là-dedans? En sachant qu'effectivement il y a des solidarités avec les militants du PC, avec des militants de la France Insoumise ou des militants qui choisissent de lutte ouvrière. Donc il y a des points communs. On se retrouve dans des manifs, on se retrouve dans des combats, dans des soutiens aux grèves ou dans des combats écologiques ou des combats antiracistes, ça ok. Mais après, je pense que quand même, globalement, même s'il y a une dépolitisation qu'on peut constater,
Bon, mais il y a aussi il y a des repérages quand même. Enfin voilà, on est dans le paysage. Nous, en tout cas, le NPA, on est dans le paysage. Il y a eu Olivier Besancenot, mon nom, et puis on est quand même très présent dans des luttes. Donc on a des particularités qui sont reconnues, y compris dans le milieu militant, mais même des fois à un niveau plus large. Donc en fait, nous, on n'est pas en train de dire qu'on est irremplaçable, qu'on est super bien, mais c'est aussi, quand on est militant, en fait, on se bat jusqu'au bout et partout. Et autant on se battra dans un quartier, dans une entreprise ou sur une ZAD, voilà, ou pour défendre un squat. Autant on se battra en justice par moment, quand on est dans des luttes sociales ou des fois ça se passe sur le terrain judiciaire. Et quand il y a une élection, on se dit, oui, on y va aussi parce que ça fait partie du combat pour faire passer des idées, pour enthousiasmer, pour essayer de convaincre. Mais dans l'idée à chaque fois de jouer un rôle dans le fait que comment on se coordonne en fait, comment toutes ces forces-là arrivent à faire du lien. Et nous, on pense qu'on a cette particularité-là, c'est-à-dire à la fois d'être radical ou radicaux, ça dépend comment on accorde le on, et en même temps unitaire. C'est-à-dire que on veut pas abandonner l'un, mais on veut être avec l'autre. Enfin, voilà. Et on pense qu'on a cette utilité-là. Très rapidement, aux candidatures qu'on vient d'évoquer, il y en a une autre qui est celle d'un de tes anciens camarades, Anas Kazib, qui avait déclaré en avril dernier être le pré-candidat à l'élection présidentielle. Il est désormais officiellement entré en campagne, il cherche même ses parrainages. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette rupture? Bon, on pourrait presque dire que la rupture, elle est très vieille entre nous, parce qu'on est dans le même cadre politique, effectivement. Bon, ça, c'est aussi la particularité du nouveau parti anticapitaliste. On est constitué de pas mal de fractions, de tendances, de sensibilités là. Et ça fait des années qu'on est un peu comme ça, dans des situations internes qui sont souvent plutôt compliquées. Et puis là, ouais, il y a peut-être il y a sans doute des événements politiques où les années passant qui clarifient des choses et ils ont eu envie de partir parce qu'ils sont en désaccord profond avec nous. On savait qu'on avait des désaccords importants, mais là, c'est quoi quand tu dis désaccord profond, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a des désaccords stratégiques, de fond, de contenu. Mais même on pourrait le regrouper avec lutte ouvrière parce qu'on pourrait parler d'une nébuleuse révolutionnaire ou anticapitaliste. On a cet accord, cette perspective au long terme, c'est celui de la transformation de la société de manière révolutionnaire. Anas, vous avez êtes moins révolutionnaire que lui, c'est ça? Il peut l'être plus que nous, ou que moi. On n'a pas envie de jouer à ça. On n'a pas envie de faire le concours de celui qui est le plus révolutionnaire ou de celui qui sera le plus clair ou le moins confus. Il y a un désaccord, mais nous on pense, parce qu'après on n'est pas obligé de tout comprendre, même quand on est dans la vie interne du NPA, on n'est pas obligé de tout mesurer. Mais par contre, ouais, on pense que ce qui peut nous séparer vraiment, c'est pas l'objectif final, c'est pas l'idée de la révolution ou l'idée de construire une société sans exploitation, sans classe sociale. C'est comment on y arrive. Et c'est ce chemin-là. Mais toute l'histoire du mouvement ouvrier est faite de ça. Hein. Le chemin pour arriver à un objectif, on en emprunte plusieurs. Et nous, on pense que le chemin important, c'est celui de l'unité. C'est tout en gardant cette idée que oui, il faut combattre ce système capitaliste, mais trouver des forces. Et comment on trouve des forces? Comment on reconstruit le mouvement social? Comment on redonne une conscience collective? Nous, on pense que ça passe par un discours unitaire, une pratique unitaire aussi, y compris avec des militants qui sont pas forcément très révolutionnaires ou qui sont même pas révolutionnaires du tout, et de voir comment on arrive à travers ces chemins-là, à réussir à construire l'objectif qu'on a, qui est un outil politique qui permette au mouvement social, à notre classe sociale, à retrouver des forces et à réellement changer la donne dans la société. Donc nous on dirait ça, qu'il y a des chemins différents. Après, respect, hein, chacun fait son chemin. On a vu Roussel, le chemin qu'il prend, il y a des chemins bizarres hein, des fois, et d'autres comme Mélenchon en prennent un différent. Nous, c'est celui-là. Chacun son couloir d'une certaine manière. Tu parlais d'unité, j'imagine que c'est l'unité du monde du travail, des travailleurs, des travailleuses, des précaires. Il y a une expression qui apparaît de plus en plus en ce moment dans le débat politique, notamment à gauche, c'est celle du bloc bourgeois contre le bloc populaire. T'es à l'aise avec cette expression, toi? Ou avec cette ambition de créer le bloc bourgeois contre le bloc populaire? Après, c'est pareil, il y a des fois, on dit des choses où il y a des mots qui sont utilisés, on ne sait pas trop ce que ça signifie réellement. Nous, à Bordeaux, la campagne qu'on avait fait, on a été un peu sur un truc à peu près pareil, parce que comme on nous faisait le gros chantage, comme la gauche pouvait gagner après 73 ans de droite, il fallait surtout pas prendre le risque de faire perdre cette gauche-là. Et nous, on avait dit, le problème, c'est pas gauche-droite, le problème, c'est le Bordeaux bourgeois et le Bordeaux populaire. Donc, on était quand même sur quelque chose qui était très proche, mais là, c'était sur l'histoire d'une ville. Mais c'est vrai que nous, on pense que là où ça peut avoir un sens, où ça a un sens, c'est qu'en fait, la société, elle est divisée en camps sociaux. Il y a une lutte des classes. Donc, il y a la classe des capitalistes, des possédants, la bourgeoisie, et la classe des opprimés, les classes populaires. Donc, on est effectivement plutôt sur ce schéma-là.
Allons sur le terrain des idées, le plus essentiel. Tu proposes de porter le SMIC à 1 800 €, y compris quand on ne travaille pas, d'augmenter les salaires de 400 €. Tu proposes l'expropriation et la nationalisation des banques dans un monopole public, la gratuité des transports, j'en passe, et des meilleurs. Pardon d'insister et de revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on lit tes premières propositions, celles que tu as annoncées lors de ta conférence de presse, on s'aperçoit que sur ces sujets qui sont des sujets centraux, qui préoccupent vraiment la vie des gens, et on n'est pas sur les questions de sécurité, d'immigration, telles qu'on voudrait nous imposer dans le débat, mais on est bien sur des sujets de gauche, traditionnellement de gauche. Mélenchon, Roussel et d'autres proposent à quelques nuances près à peu près les mêmes choses. Tu n'estimes pas que rassemblés, vous pourriez gagner ensemble et mettre en place véritablement ces mesures ? Ah mais c'est sûr que c'est pas le SMIC à 1 800 € qui va nous distinguer, même si après chacun va avoir sa hauteur, il y en a ça sera 1 600, mais fondamentalement c'est pas ça qui va nous distinguer les uns des autres. Phare du NPA qui change radicalement la vie des gens, ou peut-être même le système dans lequel on est, qui diffère d'un Roussel, d'un Mélenchon ou un autre. Par rapport à Roussel, je pense qu'on a pas mal de différences assez claires ces derniers temps, mais on va pas rentrer forcément dans le détail. Mais non, c'est justement l'articulation entre un objectif sur le moyen terme ou le long terme, c'est-à-dire le changement de société, et comment on y arrive. Donc il y a les deux choses qui se tiennent, c'est-à-dire qu'effectivement on est pour. Là, par contre, on n'est peut-être pas tous d'accord sur l'idée de l'expropriation et l'idée de la socialisation de secteurs entiers de l'économie. Je dis ça par rapport à la France insoumise, hein, même si on va y compris sur la question des banques. Hein, d'un côté, il va y avoir l'idée d'une séparation des banques d'affaires et des banques de prêt, enfin des banques. Et puis de l'autre côté, il y aurait nous avec le monopole public bancaire. Mais derrière, c'est aussi toute la question de quelle économie on voudrait mettre en place, comment on pourrait la faire fonctionner. Et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire, ce que révèle la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire, elle n'invente rien. La pauvreté, la misère, l'exploitation, l'oppression, l'arrogance patronale, tout ça, ça existait avant. Mais c'est vrai que la crise sanitaire, on a l'impression qu'elle met en évidence des choses. La question des services publics et donc la question d'une nouvelle façon d'organiser l'économie et la question de qui possède, qui dirige, qui décide. Et on a vu toutes les aberrations sur la question de l'hôpital, la question des vaccins. Et puis c'est pas fini, hein. On va avoir. Nous on pense que ça révèle pas mal de choses. Et nous on a envie de discuter à partir de là. Ben oui, nous on pense qu'il faut un système économique qui fonctionne différemment. Donc ça pose le problème aussi évidemment des décisions politiques. Donc c'est la remise en cause de ce système, mais toujours en lien avec comment on y va. Et c'est vrai que quand on voit le programme de la France Insoumise, effectivement, si on liste, on va retrouver 60-70% de points communs sur des mesures. Mais derrière, c'est ça, comment on l'obtient. Et c'est pour ça que c'est toujours la discussion sur la question des luttes, des mobilisations, la question d'une démocratie, comment on la construit, la question de comment notre camp social se réorganise, quel outil on a besoin pour changer ça. Est-ce que l'élection suffit à changer ça ou est-ce que ça suppose quand même des combats politiques profonds, genre gilets jaunes? Nous, on pense qu'il faut des coups de colère comme Gilets jaunes, mais puissance 10. C'est-à-dire, à un moment donné, des explosions sociales où les gens prennent leurs affaires en main. Il n'y a que ça qui peut bousculer. Donc, mais c'est quand même en lien aussi avec une perspective politique, avec un programme. Voilà, nous, je pense que c'est plutôt l'articulation de tout ça qui peut nous permettre de montrer les différentes analyses et appréciations des uns et des autres. Tu viens de le dire, à doigt mouillé, 70% des propositions sont à peu près similaires avec ceux de la France Insoumise. 100%, je pense, des combats que vous partagez sur le terrain des luttes, dans les entreprises ou ailleurs. Tu comprends ces Français qui vous pointent du doigt et qui vous disent « Vous êtes responsable, vous allez nous laisser seuls face à Macron, Le Pen et Xavier Bertrand ?» Je peux dire oui, je comprends et non, je comprends pas parce que des fois c'est sincère et des fois c'est pas sincère parce que il y en a qui derrière cet argument-là en fait c'est défendre celui qui est déjà là, quoi. Non, mais de considérer que les 30% qui vous différencient, qui vous opposent, seraient suffisamment grands pour ne pas se donner toutes les chances de ne pas avoir le duel ou le duo annoncé d'ores et déjà, que ce soit Bertrand ou Marine Le Pen. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'est là où on culpabilise pas et on n'arrive pas à culpabiliser. Hein. C'est-à-dire qu'on pense pas qu'on va être responsable de ça. La division de la gauche, pour parler d'un terme qui est à la mode en ce moment, et puis il y a pas mal même des tribunes tous les jours dans des journaux d'appel à l'unité, machin. Nous, on n'adhère pas à ça du tout parce que la gauche, elle nous a tellement menti, elle a tellement trahi, et en plus, on tire jamais de
bilan. Donc c'est un gros pipeau de nous ressortir le coup de oui, si on est tous ensemble, on va y C'est vrai arriver. que le mot gauche Donc, n'appartient plus au vocabulaire du si, débat, si, par exemple. non, c'est quel contenu on y met. Bien sûr, ben nous, on a historique. Enfin, moi, je pense, et on est plusieurs à penser, on n'est pas gêné pour se revendiquer. On est de gauche, on peut le dire. Même, c'est ce qu'on dit à la mairie de Bordeaux. On dit en fait, les vrais de gauche, c'est nous, c'est pas. Donc, mais c'est quel contenu on y met. Et le bilan qu'on a à faire de la gauche au pouvoir, de la gauche institutionnelle, enfin la gauche réformiste, il est terrible ce bilan-là. Et aujourd'hui, sans faire les bilans, on nous dit qu'avec Hidalgo, avec Jadot, on peut se retrouver. Ben non, nous, non seulement on n'y croit pas, mais en plus on n'est pas pour. On est même plutôt hostile à cette idée-là, et nous on discute de l'unité, de l'unité du mouvement social ou de l'unité des forces militantes. Alors il y a le côté par en bas, mais comment on arrive à discuter d'une reconstruction et de plus se faire avoir. Donc ça pose le problème, ce qu'on dit, des formules qui sont pas forcément toujours très très parlantes, mais prendre ses affaires en main, ou même si ça c'est plutôt parlant, mais comment on le fait? Et c'est ça qu'on voudrait discuter. Donc on n'est pas du tout gêné de ça. Et alors après, pour finir là-dessus, en fait, bon, vous l'avez dit, on pèse 1%, voire 2% maxi. Quand franchement, les problèmes de division à gauche, c'est pas nous en fait. Et quand on voit ELV, PS, le PC se disputer, vanter l'unité, puis finalement partir chacun de leur côté, on se dit que déjà eux, c'est une famille, ils ont qu'à régler leurs problèmes. Voilà, donc c'est un peu le... Donc on ne culpabilise pas. Ok, on ne sait pas encore où va nous conduire la crise sanitaire que l'on traîne encore au quotidien, notamment avec la menace du variant en ce moment Delta. C'est quoi l'urgence pour toi? C'est quoi l'après-crise sanitaire? Elle ressemble à quoi? Il ressemble à quoi ce monde d'après? Et surtout, quelles leçons est-ce que l'on doit retenir de ce que l'on vient de vivre et que l'on vit encore? Le monde d'après, de toute façon, il n'y a pas de suspense, ça sera pire que, enfin, c'est le même monde qui continue, qui s'aggrave, aucune leçon n'est tirée. La seule manière, la seule façon de penser, pas qui pourrait, le seul truc qui ferait que ça changerait, c'est qu'il y a à un moment donné une explosion sociale qui bouleverse tout ça. Et c'est à que ça qui peut faire qu'on tire des leçons. Par exemple, à un moment donné, on avait espéré à la sortie de la première vague de confinement, on avait espéré qu'il allait y avoir un gros coup de colère dans les hôpitaux. Hein, il y avait eu, je crois, une belle manifestation au mois de mai, et après on se disait, mais la suite n'est pas venue. Et ça peut venir de là, quoi, parce que le personnel de santé a été en souffrance, et puis ça avait montré le manque de lits, le manque de moyens en personnel, et puis même tout simplement de moyens pour soigner les gens. Donc là, on se dit, tiens, là, à partir de là, peut-être que ça peut péter, et ça pourrait remettre en cause derrière toute la politique de marchandisation, de destruction des services publics, parce que là, on parle de la santé, mais tout est comme ça, quoi. Tout a été démantelé. Et donc, du coup, alors, la leçon qu'il faudrait tirer, c'est en premier, c'est cette question de services publics. Mais la question de reconstruire les services publics, de recruter partout, de redévelopper ça et de remettre des moyens, donc de remettre de l'argent. Et derrière, c'est qui peut le décider. Et du coup, si on discute de redévelopper les services publics, ça veut dire qu'on va à l'encontre du surpouvoir du privé. Et donc, c'est la remise en cause des politiques ultralibérales pendant des tas d'années. Donc, en fait, la leçon, c'est celle-là, en fait. C'est la remise en cause du capitalisme. Et à partir d'exemples concrets de qu'en fait, quand il y a de la pauvreté, quand il y a des difficultés ou quand il y a une souffrance sociale, les seuls outils en capacité de répondre à ça, ce sont les services publics. Et on les a plus. Donc il faut le reconstruire. Et alors comment on fait? Ça passe par des mobilisations, mais ça passe aussi par l'affirmer, enfin montrer la logique de destruction et comment on peut réenclencher une logique inverse. L'idée d'une vaccination obligatoire pour les soignants et peut-être même pour toute la population fait son chemin. T'en penses quoi? Là, on n'est pas pour la vaccination obligatoire. On pense que c'est important de se faire vacciner. Mais ça pose le problème aussi du manque de confiance, du discrédit. Et on sait que la critique de la vaccination ou la critique de la politique de santé du gouvernement, elle est liée au fait qu'il n'y a plus aucune confiance. Et ça fait suite à la répression des gilets jaunes. Il y a un lien, puisqu'en fait c'est aussi les gilets jaunes, ça avait reflété ça, quoi. Enfin, cette déconnexion totale, donc des gens un peu soit exclus, soit complètement dans des situations de crise extrême. Et on est en face d'un pouvoir cynique, un pouvoir arrogant qui nous dit une fois, il faut pas les masques, après il faut les masques. Ensuite, une gestion qui est tellement opaque et tellement grave de conséquences par rapport à la société que du coup il y a des gens qui vont dire non, nous on n'en veut pas. Donc, et même dans le personnel de santé, il y en a qui veulent pas se vacciner, alors qu'on pourrait penser que ces gens-là sont plus sensibilisés, ils pourraient
Donc du coup, la question c'est pas, nous on n'est pas pour, enfin moi je pense, hein, c'est des choses qui se discutent et qui évoluent, mais a priori on est plutôt pour convaincre, sensibiliser, mais pas imposer, même s'il y a déjà des vaccins imposés de toute façon. Donc c'est je pense que c'est tout le problème d'être dans une société où déjà la population elle puisse avoir le droit un peu de décider de sa vie et tout se reconstruit un peu comme ça. Et plus on aura de choses qui viendront d'en haut, le pass sanitaire et puis tout ce qu'on nous a dit depuis des années. Là vous pouvez plus aller en boîte de nuit, là vous pouvez plus faire ça, mais là vous faire ça. Puis il y avait tellement de contradictions, tellement d'incohérences que du coup faut pas être surpris qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui pensent des tas de choses un peu différentes, des fois même à imaginer des choses terribles parce que ce qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'on appelle le complotisme et tout ça. Bon, on est là-dedans. Alors, comment on reconstruit quelque chose qui soit beaucoup plus collectif, beaucoup plus raisonné? C'est un peu le problème qui nous est posé directement, puisque c'est lié, à notre avis, au fait que les gens se remobilisent, rediscutent ensemble et reconstruisent en fait un climat de lutte. Justement, ce climat de lutte, c'est ma dernière question, Philippe. C'est un sujet qui fait son chemin, il est sur la table, c'est celui de la réforme des retraites. D'abord, quelle est ta proposition de candidat s'agissant des retraites? Et surtout, comme Laurent Berger, visiblement, qui menacerait d'une grande mobilisation à la rentrée si cette réforme devait revoir le jour et être mise sur la table, est-ce que ça ne serait pas finalement la meilleure chance pour ton camp? Allez, appelons-le comme ça, c'est même l'Allemand qui l'a sanctuarisé, le fameux préfet l'Allemand de Paris. Est-ce que ça ne serait pas la meilleure chance finalement pour porter une mobilisation citoyenne qui précéderait justement l'élection présidentielle? C'est-à-dire que Macron repasse à l'attaque? Non, que Macron, visiblement, ce qui est sur la table, c'est la remise sur la table de la réforme des retraites. Qui pourrait susciter une mobilisation sociale à la rentrée qui précéderait donc justement l'élection présidentielle. Est-ce que ce ne serait pas finalement la meilleure Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait que Macron hésite. Est-ce qu'il relance le débat? Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il se sent assez fort pour aller au carton? Parce que c'est un peu ça le problème qui est posé. À un an même pas un an de la présidentielle, suite au score pas très bon ou même pas bon du tout des élections régionales et départementales, on peut penser qu'eux, ils pensent à ça en tout cas. Ils réfléchissent à ça, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on est assez fort pour y aller ou pas? Et de l'autre côté, pour nous, est-ce que effectivement le fait qu'il repasse à l'attaque, ce serait une occasion pour nous? C'est risqué de dire ça parce qu'il peut repasser à l'attaque et gagner et on peut se le ramasser le truc. Mais le fait est que bon, d'un côté, là il y a l'histoire des menaces des directions syndicales. Attention, si vous faites ça, nous on va y aller. Bon là il faut faire gaffe parce qu'ils sont capables de dire des choses et puis de rien faire derrière. On les connaît, les bureaucrates syndicaux. Enfin bon. Mais par contre, de toute façon, qui passe à l'attaque ou pas, le problème il est posé. C'est qu'on sait qu'ils y pensent et si Macron gagne, ben là on est quasiment sûr qu'il essaiera de le remettre après son élection de 2022. Et donc du coup, de toute façon, même si la réforme ne passe pas, il faut regagner ce qu'on a déjà perdu, qui est énorme. Et donc Philippe Poutou, président de la République, il fait quoi sur la réforme des retraites? Bon, déjà la question que vous posez comme ça, j'ai toujours du mal parce que j'arrive pas, ni moi ni nous, on n'arrive pas à se mettre dans la peau de celui qui va gagner. Alors Philippe Poutou qui gagne l'élection présidentielle, qui rend le pouvoir au peuple, il propose quoi pour une réforme des retraites? Ah ben là c'est le retour à des systèmes de retraite qu'on a connus il y a quelques années, quoi. C'est même la retraite à 55 ans qu'on n'avait pas connue complètement, mais qu'on avait connue sur la question de la pénibilité de certains métiers. Mais nous on est pour une retraite beaucoup plus tôt, mais liée aussi à la réduction du temps de travail, donc à une réorganisation du travail qui permettrait de partager le travail entre tous. Et la question des retraites, c'est aussi la question du partage du travail, de la lutte contre le chômage. Donc nous on serait sur des mesures, on sait même pas trop. Des fois on revendique 55 ans et puis le temps de travail on le revendique à 30 heures ou à 28 heures par semaine, mais on se dit qu'à partir du moment où la population elle prend le contrôle sur l'économie, à partir du moment où les banques elles sont vraiment expropriées et dans un système très transparent aux yeux de tous, on pourrait certainement entrevoir des possibilités encore plus importantes sur la question des retraites, des salaires, de l'emploi. Enfin, donc voilà, donc ça ouvrirait plein de choses. Mais donc du coup, nous on est sur cette idée de riposte totale. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous.